simple question devenue vers d'oreille. Mais la réponse reste pourtant très complexe. Le genre de complexité qui fascine ce professeur. Je n'ai pas la prétention de connaître le chemin vers comment être heureux. Il tente de comprendre pourquoi certains ont le bonheur plus ou moins facile que d'autres. On a des fois tendance à juger ces gens-là de manière très, très dure en disant « ben voyons, il y a tout pour être heureux ». Serions-nous donc génétiquement prédisposés à être plus ou moins heureux? Il pense que oui. Est-ce qu'il y a des bases biologiques au bonheur? Oui. Donc ça, c'est très, très clair, il y a des bases biologiques. Est-ce qu'il y a un seul gène qui explique le bonheur? Non. Alors ça, c'est bien, bien clair, ce n'est pas un seul gène. Alors, c'est pas parce que tu n'as pas un gène que tu ne seras pas heureux de toute ta vie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les gènes responsables du bonheur sont les mêmes que ceux associés à l'anxiété ou l'introversion, par exemple, avec les degrés de sévérité qu'ils impliquent. Si moi, je veux savoir, est-ce que j'ai le gène pour être bien? Est-ce que j'ai le gène du bonheur? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? En fait, c'est pas possible de le faire sur des bases individuelles. Alors, ce qui est bien important dans ce genre d'études, c'est qu'on travaille sur des cohortes, sur des populations, et c'est en faisant des conclusions sur les populations qu'on réussit à déchiffrer les bases biologiques du bonheur. Par contre, de prendre ces trouvailles-là puis de ramener ça sur un individu, puis on va lui dire, ben toi, tu es prédisposé à être heureux, puis pas toi, ben ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et tant qu'à moi, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, même si on pouvait le faire, parce que les prédispositions n'expliquent pas tout non plus. Prédisposés ou non au bonheur, d'autres recherches démontrent que notre niveau de bonheur évolue en U, très élevé durant l'enfance et la vieillesse, avec un plancher à la fin de la quarantaine. C'est vraiment une période où on est très actif au niveau professionnel, mais aussi souvent où les individus ont des enfants. Donc, ils doivent s'occuper de leurs enfants, ils doivent concilier travail-famille. Puis, en même temps, bien, les parents sont arrivés à un certain âge. Donc, on doit aussi souvent, de plus en plus, en tout cas dans les sociétés actuelles, s'occuper de nos parents. Donc, on a comme une double charge. Avec des travaux aussi collés sur la réalité d'aujourd'hui, pas étonnant que le bonheur préoccupe tant l'Organisation des Nations Unies que les gouvernements et les universitaires. Je pense que c'est très important, en fait, d'essayer de comprendre d'où ça vient le bonheur, parce que à partir du moment où on pense aussi que ça peut être social, qu'il peut y avoir des composantes sociales au bonheur, ça fait en sorte qu'on peut mettre en place des actions qui vont venir favoriser peut-être le bonheur dans la vie des gens. Les gens qui ont un plus grand bien-être vont vivre plus longtemps, vont avoir une plus grande satisfaction de leur vie globale, mais vont aussi avoir une meilleure santé dans tous les aspects. Et là, on est en train de faire un peu la démarche inverse. Donc, plutôt que de trouver qu'est-ce qui ne va pas, bien là, on commence à travailler chez les gens et on essaie de trouver qu'est-ce qui va bien. Et ça change un peu la manière dont on design les études, mais ça change aussi la manière dont on va appliquer ces trouvailles-là au niveau des populations puis de la santé publique. Si le financement est encore difficile à obtenir pour ce genre de recherche, plusieurs villes misent déjà sur des facteurs de bien-être comme la qualité ou l'hygiène de vie ou la sécurité économique et sociale pour attirer des résidents. Selon le premier palmarès des villes les plus heureuses publié l'an dernier par la firme Léger, Alma et Saguenay font partie des 30 meilleures villes au Québec. Ici Catherine Paradis, Radio-Canada, Saguenay.